Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Laurie Humbert. Laurie, elle est énergéticienne et aujourd'hui, on va parler de la dimension énergétique de l'entreprise. C'est un truc hallucinant du coup que j'ai connu avec elle, même si j'avais déjà regardé un petit peu l'astrologie élective et je pense qu'on va parler de ça aussi. Voilà. Salut Laurie, Salut Angélique, comment ça va? ça va très bien, merci. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Bah, plaisir partagé. Moi je t'ai connue sur le podcast de Xavier, de Entre 2 mondes et j'avais adoré ton épisode. D'ailleurs, je l'avais partagé juste après, à des personnes qui étaient en train de s'éveiller parce que tu parlais des phases, qu'on vit pendant l'éveil et Ouais, notamment cet ego spirituel, tout ça et j'avais trouvé ça génial, de parler de ça aussi simplement et du coup, je pense que c'est bien d'écouter ça quand on est en pleine phase d'éveil, et ça m'aurait vachement aidé, je pense, à l'époque, de connaître tout ça. Mmh. ouais, ben c'est vrai que, c'est pas mal issu de mes observations, un peu d'expérience perso aussi et puis au final, effectivement, ça a pas besoin d'être compliqué, mais pourtant on voit qu'il y a, une sorte de cheminement commun. En tout cas, quand j'en parle, ça fait, ça résonne chez les gens et ils se reconnaissent dans leur parcours et dans les étapes qu'ils ont vécues, comme je disais, qui est très différente d'une personne à l'autre, mais dans le fond, en fait, on se retrouve un peu sur les mêmes prises de conscience au même moment où voilà, quoi. C'est vrai. Et du coup, toi, bah, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es énergéticienne, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses que tu fais, autour de ça. Oui, donc c'est ça. Moi, je suis énergéticienne. Je te dirais que ma spécialité, c'est plutôt ce que j'appelle l'équilibrage énergétique et aussi un peu les voyages de conscience. C'est comme mes 2 gros, dadas. En fait, dans la partie équilibrage, j'aime beaucoup, travailler sur les corps subtils de manière un peu mécanique. C'est-à-dire que je me suis souvent intéressée à la partie biologique de notre corps subtil, en fait. Et je considère que, au-delà de l'aspect, spirituel et ésotérique qu'on peut avoir, je pense sincèrement qu'il y a vraiment une dimension, mécanique et biologique à nos corps subtils et c'est un peu ça ma spécialité. C'est-à-dire que c'est dans la veine du magnétisme, même si, moi je suis pas forcément issue de traditions, autour de ça. Mais si tu veux, quand je travaille sur, les corps, effectivement, ça ressemble à un travail de mécanicien et c'est souvent les images que j'utilise de dire, bah, tu sais, quand tu viens me voir, on regarde si le moteur il fonctionne bien, comment va ta batterie, on regarde, est-ce que tu as mis de l'huile, la dernière fois. En fait, on fait un peu la révision des 100 000 et ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les grands courants énergétiques qui se passent dans le corps et les échanges et les équilibres, en fait. Donc pour ça, je me base sur, plusieurs, pratiques, on va dire, que j'ai étudiées. Donc il y a un peu de polarité, qui concerne vraiment la phase de plein, vide et puis, l'équilibre entre les 2, mais qui est aussi une approche qui a été, créée par le docteur Stone et qui réunit l'Ayurveda, la médecine chinoise et la géométrie sacrée du corps. Moi, ça me parle beaucoup, tout ce qui est géométrie sacrée, donc voilà, je travaille avec, ces outils-là, bien entendu, bah, beaucoup d'intuition et puis, surtout, je suis le corps puisque c'est vraiment mes mains, c'est mon corps qui réagit et qui dirige la session, complètement. Et puis en parallèle de ça, je fais aussi, plutôt ce que j'appelle des sessions de libération où là, en fait, on part en voyage de conscience, un peu comme on pourrait le faire en hypnose. La seule différence, c'est que on est moins dans un état modifié de conscience profond comme on peut l'être en hypnose et moi, j'aime bien travailler avec le mental. Parce que souvent, en fait, nos principaux blocages sont issus du mental. Donc c'est vrai que j'aime bien, l'embarquer avec nous dans le voyage et en fait, on s'adresse à la première résistance qui vient et on regarde en fait symboliquement, bah, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Comment on peut naviguer autour de ça et cetera et donc c'est de l'exploration de conscience, guidée en fait
Et ça marche bien aussi, qui sont des approches un peu complémentaires. Sinon, bah, on va en parler, mais du coup, j'ai commencé un nouveau service vraiment cette année, petit à petit, mais là, du coup, ça commence à vraiment, à avoir un peu plus de poids, on va dire. C'est l'analyse énergétique des entreprises parce que, alors j'y viendrai peut-être dans mon parcours, comment ça m'est venu de faire ça? Parce qu'en réalité, je faisais ça il y a des années, par, simple plaisir du jeu. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être utile en fait finalement, en le testant avec des amis. Voilà, et puis après je donne aussi, des ateliers chamaniques, des choses comme ça d'initiation, mais pour l'instant ils sont en pause, encore, pendant cette année. Je reprendrai sûrement l'année prochaine. OK, excellent. Vraiment, ça paraît vraiment passionnant cette dimension, que tu apportes, aux soins, en fait. Et ouais, j'ai plein de questions. Comment c'est venu, en fait? C'était ton éveil, ça date de quand? Comment c'est arrivé? C'était quand tu étais petite? Eh beh, écoute, je vais essayer de faire court parce qu'effectivement il y a pas mal d'infos, mais si je reviens dans mon enfance, c'est vrai que j'en parle peu, mais je pense que c'est pertinent, de repartir de cette période-là, en fait. Moi, j'étais clairement une enfant, qu'on considérait avec beaucoup d'imagination, toujours un peu dans la lune. Mon surnom, c'était Miss Lune, hein, donc voilà. Et en fait, il faut savoir que j'ai pas de souvenir d'enfance, sans la présence de mon ami imaginaire. J'ai littéralement toujours eu sa présence à côté de moi. C'est avec lui que j'ai fait de la luge pour la première fois. C'est, avec lui que j'ai vécu pas mal de petits moments, d'initiation d'enfant et en fait, j'ai toujours eu cette présence, avec moi donc on m'a toujours dit que c'était un ami imaginaire et très bien puisque mes parents ont pas mal joué le jeu. Mais maintenant avec le temps, je me dis que c'était sûrement une présence pour m'aider justement à m'acclimater et à finir mon intégration, mon incarnation en fait terrestre. Parce que je pense sincèrement que j'étais, très, très perchée et pas du tout incarnée quand j'étais petite et donc du coup, ça m'a pris plusieurs années avant de finir de poser les pieds à terre, on va dire. Et pendant cette période-là, on va dire qu'un de mes grands jeux, quand j'étais, dans la cour de récréation, en fait, je me suis, très fortement liée à un arbre. En tu sais, il y a toujours des platanes dans les cours de récréation là Mmh. et il y en avait un qui était plus lumineux que les autres. Je sais pas, il m'appelait et avec lui, on a vraiment, eu une énorme amitié, mais je le nomme comme ça parce que c'était beaucoup d'amour, en fait, entre nous et avec la présence de mon ami imaginaire, ben, notre grand jeu, c'était justement de rentrer dans l'arbre et là, j'avais accès à un espèce d'escalier et bah, selon où est-ce que j'allais, j'arrivais, dans des bibliothèques, très souvent ou alors certains paysages et dans les bibliothèques, j'allais chercher, des livres et dans les livres, il y avait des rituels de magie naturelle que je ramenais et ensuite je m'entraînais pour pouvoir manipuler de la magie naturelle. Ça, c'était mes jeux d'enfant, tu vois? Donc alors, l'imagination y est pour beaucoup, on est d'accord, hein, il y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a un fond de quelque chose qui venait de mon âme, tu sais, des souvenirs ou des choses comme ça. Parce que ça, en fait, ce que je décris, c'est complètement du voyage chamanique. OK, c'est vraiment, la présence, d'alliés, donc un ami imaginaire, la connexion avec un végétal, par exemple une plante ou un arbre, la présence justement, le voyage intérieur qui nous, r donne en fait accès à d'autres paysages, d'autres informations qu'on va chercher et qu'on ramène, bah, ça c'est l'essence du voyage chamanique. Donc c'est vrai que des années plus tard, quand j'ai découvert ça, mais moi, pour moi, c'était complètement naturel, en fait. J'étais en mode: «Je retourne à la maison, je sais faire, je sais faire». Voilà, donc ça, c'est ma partie d'enfance qui est, pas mal significative, en fait, je pense, sur les bases, et j'ai l'impression que, j'étais vachement plus sage et je connaissais énormément de choses quand j'étais enfant et puis comme beaucoup, bah, à l'adolescence, j'ai décidé de fermer les portes et donc j'ai coupé et puis perdu énormément de choses et en tant qu'adulte, j'ai l'impression que je fais que ramer pour essayer de retrouver cette sagesse et cette connaissance, que j'avais quand j'étais enfant, en fait. Mais voilà. Waouh! Donc ça, c'est le début. D'accord. Extraordinaire. Je crois qu'on non, on n'a jamais eu d'histoire d'amis imaginaires dans
dans le podcast et c'est ouais, c'est merveilleux, quoi. Mmh. Et puis, c'est Oui, puis c'était assez précis parce que tu vois, je connaissais, non seulement mon ami, mais il m'avait introduit à sa famille, donc je les connaissais par des noms précis. Je savais où est-ce qu'ils habitaient, je connaissais leurs traditions, ils avaient des jours fériés, je connaissais la recette de la soupe. Tu vois, je connaissais leurs traditions, en fait. C'est comme si j'avais accès à un peuple particulier et qui en fait, m'avait introduit à leur façon de fonctionner. Avec le temps, je pense que, à mon avis, j'étais plus en contact avec, ce qu'on appelle le petit peuple et notamment, probablement des êtres qui étaient affiliés à l'ère, des sylphes ou des choses comme ça. d'accord, ouais. Ouais. Parce que est-ce que tu le voyais ou, Oui, oui, moi je le voyais très bien. Alors au Ah ouais! début quand j'étais toute petite, en fait, c'était qu'une boule lumineuse. Je me rappelle très bien parce que je le suivais des yeux tout le temps. Puis après, avec le temps, il a pris des formes, mais je pense que c'est aussi quand on grandit, on a aussi une meilleure capacité à projeter, à visualiser, à émettre des images. Donc, moi, il a pris, tour à tour, des images de Peter Pan, ce genre de choses-là, en fait, tu vois? De petites fées, voilà. C'était un garçon, par contre, je sais que c'était, voilà, je connais son prénom, je vais pas le divulguer parce que ça reste personnel, hem, mais voilà, il avait une forme bien précise, bien définie. Waouh, c'est magique. Mmh. Quelle chance! Et donc, si on continue un peu dans mon parcours, bah, ouais, il m'est arrivé pas mal de trucs, donc je te dirais qu'après on peut, faire un avance rapide jusqu'au décès de ma maman. En fait, ma mère est décédée, en 2011 et à ce moment-là, bah, j'ai eu un gros besoin, comme beaucoup de gens qui vivent en fait des épisodes, difficiles de choc de vie, bah, de mettre du sens sur cette expérience qui me paraissait, complètement, bah, voilà, qui faisait absolument pas de sens. En fait, je ne comprenais pas pourquoi ça arrivait, j'étais perdue, malheureuse, j'avais 26 ans, et donc du coup, bah, j'ai eu cette quête, en fait, cette envie, ce besoin de me dire, bah: «Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que les gens vont?» et cetera. Parallèlement à ça, bah, j'étais quand même dans une grande détresse émotionnelle, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai découvert la méditation à ce moment-là et j'ai fait, des cours de méditation. Donc c'était, la méditation zen qui, consiste simplement à s'asseoir sur un coussin et c'est tout. C'est-à-dire que pas de visualisation, pas de comptage, pas de rien du tout. Juste tu t'assois et c'est tout, en silence. Et cette forme assez, épurée et brute de méditation, elle m'a beaucoup chamboulée, mais en même temps, elle m'a beaucoup apaisée. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles, comme on peut avoir en méditation, hein, c'est pas du tout surprenant, en fait. On a souvent des sensations, des hallucinations, des choses comme ça, corporelles et auditives et sensitives et visuelles, en fait, qui peuvent se passer. Mais du coup, moi, ça m'a vraiment déclenché ce besoin de comprendre, bah, tiens, c'est quoi, en fait, la conscience? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Notamment qu'à un moment donné, tu vois, j'avais la sensation de voir le plancher sous moi disparaître et de me dire: «En fait, tout ça, c'est que du vide, puisque je vois les atomes et donc je vais passer au travers. Le plancher n'est plus palpable». Donc tu sais, j'avais des moments comme ça où tout le décor, en fait, qui nous entoure s'évanouissait. Et en fait, c'est comme si je voyais, tu vois, la trame, sous-jacente de notre construction de réalité. J'avais des petits moments comme ça et ça m'a vachement perturbée. Je me suis dit: «Waouh, c'est quoi ce truc?» Tu vois? En fait, on est où? On est où et pourquoi on perçoit ça de cette manière-là, en fait? Donc après, beaucoup de recherches autour, voilà, des états modifiés de conscience, de qu'est-ce que c'est que la conscience? Et c'est là que je suis arrivée au chamanisme, notamment parce que je suis partie à Montréal pour, une mutation de travail et là-bas, en fait, les traditions, chamaniques sont encore assez ancrées et elles sont vivantes. Donc j'en ai profité justement pour suivre un cursus et puis, pendant plusieurs années, en fait, je fais différents ateliers régulièrement autour de plein de sujets différents, bah, justement pour découvrir et approfondir en fait, les voyages chamaniques et tout ce qui en découlait. Moi, ça m'a énormément aidée puisque, je trouve que ce qui est super intéressant dans les voyages chamaniques, c'est cette capacité à cartographier notre,
notre capacité de voyager. C'est-à-dire qu'on est tous capables de rêver, on est tous capables de, tu vois, d'avoir des informations, des choses comme ça, ou même de voyager psychiquement, mais on n'est pas tous capables de le maîtriser, ce voyage psychique. Et le chamanisme a cette capacité de nous apprendre à maîtriser les coordonnées GPS de là où on veut se rendre. C'est très intéressant comme système. Ce qui fait qu'après, bah, tu es plus en maîtrise de quelle information tu veux avoir, à quel endroit et pourquoi, et à mieux être capable aussi de te repérer presque dans l'espace dimensionnel, en fait. C'est justement ce que le chamanisme m'a le plus apporté. OK. Et quand tu dis, ça aide à cartographier, mais est-ce que tout le monde est capable de ça? Si, il suit, une initiation chamanique, c'est comme si, il y avait une technique, tu vois? Ouais, ben, en fait, c'est juste que le voyage chamanique est basé sur, la cosmogonie des 3 mondes, le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde du milieu, et donc rien que là, en fait, il y a un chemin entre, ici, maintenant, où tu es en termes de conscience et l'endroit où tu vas aller, c'est-à-dire, le la porte d'entrée des mondes chamaniques. Donc rien que ça, en fait, cette capacité d'être suffisamment concentré et de suivre une trajectoire précise jusqu'à une sensation où tu sais que tu es arrivé dans l'endroit que tu visais. En fait, contrairement aux sauts de puce qu'on peut faire, tu vois, dans d'autres types de voyages de conscience ou choses comme ça, bah là, en fait, on crée le trajet. Je pense sincèrement que ça a un effet aussi sur nos trajets neuronal, tu vois? Je pense sincèrement que, on peut faire un parallèle là-dessus, puisque au début, c'est assez difficile et on se perd, on se dépatouille un peu dans ce truc-là, et au bout d'un moment, bah, le trajet devient automatique et devient plus fluide, et on arrive plus facilement, à ces endroits-là. Donc c'est ça que je dis, les coordonnées. Et après, au sein des mondes en question, par exemple le monde du bas, bah, tu as encore, beh, tout plein de destinations, et symboliques où tu peux aller. Mais ça, c'est propre à chacun. Et d'ailleurs, dans les traditions, les chamans avaient, en tout cas certains, ils dessinaient la cartographie de leur monde sur le tambour. Mmh. C'est pas forcément la même chez tout le monde. On visite des espaces, qui ont, des points communs, mais encore une fois, la manière de ça enfin de la manière, dans laquelle ça va se présenter, elle est différente pour chacun. Ouais, comment ça se fait ça? C'est curieux quand même. Ben en fait, ça dépend de nos filtres aussi, de notre capacité de perception, de nos histoires, donc en fait, c'est aussi une question de code. C'est une question de sémantologie, je pense. En fait, c'est quelle est la culture et les connaissances et les codes que tu peux utiliser pour comprendre. L la rép la L'exemple que je donne souvent, c'est par exemple, si toi tu penses à une pomme, tu vas y attribuer des mots et une signification particulière. Par exemple, je sais pas, tu vas peut-être me dire: «Ah bah, c'est la connaissance parce que ça me fait penser à Newton» ou je sais pas quoi, tu vois? Et moi je vais te dire: «Ah bah, tiens, c'est la tarte aux pommes de ma grand-mère». Donc pour moi, ça veut dire, quelque chose de réconfortant qui est en lien avec la famille. Pourtant, on a tous les 2 eu la même pomme, mais tu vois, la dimension, la symbolique qui en met derrière est différente. Et c'est valable dans le sens inverse, c'est-à-dire que pour un même concept, on va utiliser des images différentes pour, que ça nous parle. Donc pour moi, c'est ça, en fait, c'est notre propre langage, nos propres, codes intérieurs heu, qui sont utilisés pour que dans le cinéma intérieur, la projection de conscience, justement, auquel on a accès dans ces espaces-là, bah, il utilise ce qu'on est capable de comprendre. Ouais, je vois. C'est comme les gens qui font une paralysie du sommeil, en France ou au Japon, on va voir des démons et puis, bah, les Japonais verront des démons japonais, nous on verra des choses, qui ressemblent à plus, à notre imaginaire, quoi. Oui, alors il y a ça, il y a la partie vraiment culture qui est propre à l'individu, mais l'individu fait partie justement, bah, d'une famille, d'une culture, d'un pays. C'est ça? Et Mmh. là, on rentre tranquillement dans la notion d'égrégore, mais en fait, Mmh. justement, bah, en fait, la raison pour laquelle, au Japon, on voit des dragons, c'est parce qu'en fait, ils ont été matérialisés Mmh par mh. les traditions et par la conscience collective qui fait que du coup, ils sont devenus vivants, tu vois? Je pense qu'il y a ça, et puis après, il y a aussi des êtres préexistants. C'est pas pour rien que ce soit des dragons, par exemple. C'est bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui les a perçus de manière non subjective,
et qui, du coup, cette perception non subjective a été multipliée entre différents individus qui en a créé, du coup, une conscience collective. C'est un peu complexe ce que je dis, mais tu vois, tu Mmh. suis à peu près sur, le Ouais. principe, voilà. Donc Mmh. je pense qu'en fait, c'est les 2, c'est l'œuf et la poule. Ouais, 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 carrément. C'est hyper intéressant tout ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de la perception des choses, ouais. Ouais. Et Et ah oui, j'avais une question tout à l'heure, c'était, est-ce que tu étais déjà dans le soin avant dans ta vie? pas du tout. Ouais. J'étais, chef de projet, enfin en gros gestionnaire de production dans le jeu vidéo. Mmh. Donc ouais. Je travaillais 12 ans, de carrière, dans le jeu vidéo, donc alors ça reste des mondes invisibles, hein, ça reste, voilà, Complètement. Mmh. des créations d'univers justement, et c'est justement, dans ces années-là que j'ai, développé cette, capacité à regarder en fait, les égrégores d'entreprises ou de projets. En l'occurrence, Mmh. c'est sur les projets. D'accord. OK, excellent et du coup, ouais, on peut passer à ça si tu veux, alors comment ça se fait qu'il y a une dimension, énergétique à l'entreprise? Alors, je pense que vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise ou un projet ou quoi que ce soit, on peut l'affilier au concept d'égrégore. Un égrégore, Mmh. c'est une agrégation d'intentions, d'énergie, de conscience collective, en fait, hein. Même si l'entreprise en question est une seule personne, puisqu'elle va émettre des intentions, des désirs, des énergies et qu'elle va, travailler avec cette entreprise-là, bien, en fait, elle va, construire en fait, au fur et à mesure, une énergie agrégée qui peut être lue, de la même manière qu'on peut, lire, tu vois, les animaux, les auras et cetera, mais même aussi, comment dire? D'autres types d'énergie qui ne sont pas forcément avec une conscience. Mmh. Je suis pas sûre que les entreprises ont une conscience à proprement parler. Il y en a certaines qui l'ont, mais c'est très rare. Je pense que c'est plutôt l'aspect, encore une fois, de l'agrégation mécanique, de toutes les énergies, de toutes les idées, de toutes les pensées et c'est ça qu'on va aller lire et le créateur n'est pas le seul à influencer justement cette entreprise puisqu'elle se situe au sein d'un écosystème. Elle se situe au sein d'un marché qui lui-même a des influences. Donc, c'est pour ça que ça reste une agrégation collective. C'est-à-dire que, au sein de son marché, au sein de l'influence que les clients aussi ont avec elle, avec éventuellement tous les autres partenaires, du marché, de la concurrence, de son environnement et du coup, du lien avec son créateur, bah, tout ça, ça crée quelque chose de singulier, en fait. D'accord et tu parlais aussi, d'archétypes. Ouais, l'archétype, bah, en fait, c'est, ce que je vais regarder, c'est de lui demander, tu vois? Je vais voir, finalement l'égrégore de l'entreprise et je lui dis: «Si tu étais une personne, tu ressemblerais à qui, en fait? Tu serais Mmh. quoi?» Mmh. Voilà. Donc des fois, ça me donne, des trucs très précis, du genre, bah, des personnes ou des grandes figures, donc c'est des archétypes, généralement des énergies archétypales. Des fois, c'est, des structures géométriques, j'en ai beaucoup ça aussi. Des fois, c'est des animaux, des fois, tu vois, ça ressemble un peu justement à ce qu'on peut, percevoir, en voyage chamanique quand on va, visiter et rencontrer nos alliés qui sont un peu, différents à chaque fois. Bah, là, c'est la même chose. Les entreprises prennent une forme, la plus appropriée, un code, universel ou en tout cas, commun qui permet de comment dire? De synthétiser leur énergie. D'accord. Comment tu te connectes à cette énergie? Beh, moi j'ai un protocole aussi, c'est-à-dire que, alors quand je fais des soins, en à distance, j'ai un bureau, dans l'astral moi, tu vois? Moi OK. j'ai tous les outils qu'il faut dans l'astral, hein. Donc bah, je vais dans mon bureau et puis, là, j'ai un allié qui m'accueille, qui est là pour me passer les outils, qui fait tout ça et là-dedans, il y a plein de pièces différentes. Il y a autant de pièces pour tous les besoins dont que j'aurais besoin. Donc il y a une pièce dédiée à l'analyse, énergétique des entreprises et quand je vais dans cette pièce-là et bien, en fait, ça me permet d'accueillir, d'inviter, de connecter, en fait, avec, l'énergie de l'entreprise et à ce moment-là, bah, je laisse défiler,
toutes les images, toutes les pensées qui me viennent, à ce moment-là. Incroyable. Est-ce que ça a un rapport plus avec l'akasha ou plus avec, le voyage chamanique et le monde astral? C'est une bonne question. Je te dirais que pour moi, l'akasha est plutôt de l'ordre de, l'information générale de l'humanité où, tu vois, on est plus sur quelque chose de l'ordre de l'histoire, de la conscience, ce genre de choses-là. Alors que là, ce que je vais visiter, ce sont des énergies agrégées qui sont dans l'astral. Tu vois? C'est pas pareil, en fait, et qu'encore une fois, ça n'a pas forcément de conscience propre. C'est juste que la c'est mécaniquement, les énergies agrégées font en sorte elles ont une personnalité, elles ont une couleur, elles ont une façon d'être, et cetera. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a capté son archétype, moi je demande aussi la raison d'être en général, c'est les 2 informations qui m'importent le plus, c'est que du coup, elle me dit qui elle est et pourquoi elle est là. C'est quoi son but en fait dans la vie, sa raison d'être, tu vois? Et souvent, c'est super intéressant parce que ça va venir faire un lien avec la vision du créateur. Souvent, c'est des visions qui sont communes, mais des fois, c'est des visions qui sont complémentaires. Dans des très rares cas, puis si elle m'écoute, elle va comprendre de qui je parle, j'ai une de mes clientes où en fait son entreprise, elle avait une vie passée. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas la première fois qu'elle travaillait avec son entreprise. Donc elle, par exemple, dans mon exemple, eh bien, cet égrégore a été créé à un certain moment. Elle a fait ses cycles des réincarnations, puis à chaque fois, pouf, elle est revenue se connecter à cet égrégore-là, en fait. Elle a Mmh. construit tu vois, de vie en vie. Donc c'était super intéressant de regarder, bah, les traumatismes et le propre vécu de cet égrégore, d'entreprise, qui avait aussi, bah, pour le coup, énormément de subtilité, de complexité, bien plus que, ce qu'on peut trouver dans une entreprise émergente. Ce qui est normal, puisqu'en fait, encore une fois, je le rappelle, c'est la somme d'agrégation d'énergie, d'intention, de désir, d'action qui se passe. Donc plus elle est vieille et plus elle est complexe, plus il y a de l'information, en fait. C'est des bébés entreprises et donc du coup, en fait, elles sont beaucoup plus simples, en fait. Elles sont, c'est ça, elles sont moins complexes. Mmh. Et ça veut dire aussi, plus elle est vieille, plus il y a des traumas qui pourraient se répéter? Ben, en fait, je dis trauma, mais tu sais, c'est un peu un mot fort, mais disons qu'il y a, des puisqu'en fait, on étudie le lien aussi entre le créateur et l'entreprise. Comment l'un et l'autre se nourrissent puisque finalement, l'entreprise est, quelque part, la création, l'œuvre du créateur. Donc par son œuvre, il s'exprime et son œuvre l'aide aussi à se transformer. Tu vois? On est vraiment dans un processus un peu alchimique où par, la transformation de la matière, je me transforme moi, en gros. OK? Donc c'est comme ça que alors je parle effectivement d'entreprises connectées, OK, de gens qui, pas forcément de gens qui ont une conscience particulière de ça, mais qui ont, comment dire? Un lien particulier avec, leur entreprise, OK? Si tu pas de lien particulier avec ton entreprise parce que, tout ce qui t'intéresse, c'est de faire, ton 9 à 5 et puis, de prendre ta paye à la fin du mois, je pense pas que tu vas avoir un truc particulier et encore et encore. Mais dans le cas des entrepreneurs et des choses comme ça, c'est assez visible, en fait. C'est intéressant de regarder ce que l'un et l'autre font travailler. Donc l'entreprise, par son aspect, par sa raison d'être, parce qu'elle a agrégé, par l'influence aussi de tout ce qui gravite autour d'elle, eh bien, elle va faire travailler son créateur aussi dans son propre cheminement de conscience. Et inversement, parce que son créateur est en train d'évoluer dans son propre cheminement de conscience, ben lui-même va insuffler d'autres énergies, d'autres intentions à cet égrégore-là et les 2 se répondent. D'accord. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Comment on pourrait du coup, utiliser cette, enfin, tu vois, ce qu'on apprend pour, que l'entreprise aille mieux, par exemple? Hem, Bah, en fait, en général, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a toujours un moment où on s'essouffle un peu, tu vois? On perd de Mmh. vue, soit pourquoi on a créé cette entreprise, est-ce que c'est toujours aligné avec nous et cetera? Et en fait, c'est totalement sain, de se poser cette question, c'est-à-dire qu'il y a des fois, le support n'est plus adéquat.
C'est-à-dire que dans l'expression du cheminement de conscience de la personne, eh bien, des fois, cet égrégore qui a été créé n'est plus le support le plus approprié pour elle, pour s'épanouir. Donc des fois, c'est OK de faire justement des fermetures d'entreprise ou carrément de passer à autre chose, hein. Mais j'en ai aussi, c'est des étapes qu'ils font où, la structure existante se ferme, ils clôturent et ils partent autre chose. Puisque ça permet du coup d'aller, créer un peu à neuf, quelque chose de nouveau. Bien évidemment qu'il y a des héritages, mais dans ce cas-là, on pourrait parler de transgénérationnel d'entreprise. Mais tu sais, ça ressemble un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qui est hérité, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN qui transite, mais par contre la structure, elle devient nouvelle, elle devient, différente. Donc comment on peut faire pour, c'est pour s'assurer de la santé de son entreprise ou quoi que ce soit. En fait, l'idée, c'est plutôt, de s'assurer de est-ce que toi, tu es toujours en adéquation avec ton entreprise? Est-ce que ton entreprise, elle sert toujours, en fait, ton besoin personnel aussi d'épanouissement? À partir du moment où tu sens que c'est plus approprié, beh, c'est là où, en fait, c'est à questionner. Donc, quand on questionne l'entreprise, on lui demande, dit: «Bah, est-ce que c'est parce on a oublié une direction? Est-ce qu'il faut changer de direction, avoir, des actions différentes?» et cetera. Donc des fois, c'est carrément des réorientations au sein de l'entreprise et des fois, c'est, bah, non, en fait, c'est l'aventure entre vous est finie, quoi. C'est comme la fin d'une relation, en fait. Il y a des moments, tu évolues ensemble, puis il y a des moments, il faut se séparer pour évoluer chacun de son côté. En gros, ça ressemble à ça. Hem Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi ce que je fais en fait, quand je questionne, c'est que je regarde, bah, tu sais, sa volonté propre. C'est-à-dire que je regarde avec les mécaniques actuelles, avec l'inertie qui est déjà présente, naturellement, elle va dans quelle direction? Où est-ce qu'elle se rend naturellement? Vers où elle est capable de se déployer? Et en même temps, parallèlement à ça, je regarde les opportunités puisqu'elle est connectée à un marché et à un écosystème, bah, je regarde en fait, tiens, est-ce qu'il y a des avenues qu'on n'aurait pas explorées? Est-ce qu'il y a des chemins en fait qui pourraient être branchés ou déployés et qui n'ont pas été exploités? Dans le cadre, par exemple, de gens qui ont des nouveaux produits ou de nouvelles activités à lancer au sein d'une même entreprise, ben, en fait, ils regardent justement, bah, les opportunités, les freins, ce genre de choses-là, autour de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir ou à quoi faut faire attention? Donc c'est plus un petit peu des conseils, ben, de toute façon, ça reste hyper intuitif, hein, donc souvent c'est à base de métaphores, c'est à base d'exemples ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de ressenti, de l'émotion. Si l'entreprise, elle était une personne, elle te dirait ça ou elle te dit: «Tiens, il y a cet aspect-là qui est peut-être, à prendre en compte» ou voilà, c'est ce genre de choses qu'on a. OK, incroyable et je connaissais déjà cette dimension énergétique, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que quand tu as le numéro, SIRET de ton entreprise, hem, par exemple, quand tu as le mauvais œil ou les blocages de vente ou Mmh. quand quelqu'un nous envoie de la magie noire, ça va se mettre sur le SIRET de l'entreprise et on peut nettoyer à ce moment-là. Ça, j'avais appris avec, tu sais, mon formateur de géobiologie qui fait ça aussi et du coup, tu parlais de fermer parfois l'entreprise, hem, pour en réouvrir une autre. Sauf que c'est toujours le même sirène, tu vois? On garde le numéro sirène toute notre vie, et même si on déménage, on change d'entreprise, c'est toujours le même et puis il y a les 3 derniers numéros qui changent, c'est le numéro sirène et du coup, j'ai l'impression qu'on garde toujours ce même égrégore, tu vois? Est-ce que c'est juste? Ben, si on fait le parallèle, le sirène, c'est toi. OK. Donc en fait, quand tu déménages de maison, tu changes d'environnement pour être mieux, pour avoir une pièce en plus, pour avoir, je sais pas, une proximité, de quelque chose. Mais et toi, du coup, dans la façon dont tu vas évoluer dans cet environnement, ça va te changer un peu. Mmh. Ça va te permettre de vivre d'autres choses, mais ça reste toi. Donc c'est normal que le sirène, enfin, tu vois, il reste pareil. Effectivement, le sirette, l'énergie, on va dire des chiffres, derrière, si on considère la numérologie, ce genre de choses, est très intéressante, sûrement à observer. Mmh. Hem et en fait, c'est pas très grave de comment dire? Hem, Au-delà de l'aspect, chiffré, en fait,
comme je disais, il y a toujours en fait des liens et des héritages entre toutes nos créations en fait, dans tous nos projets. D'ailleurs, si tu regardes des success stories ou des choses comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de leurs échecs, qui parlent Mmh. justement de beaucoup de choses qui n'ont pas abouti, mais qui avaient un sens. C'est-à-dire qu'il fallait bien passer par cette étape-là, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, pour finalement arriver à la quintessence de ce qu'ils ont à proposer, à leur œuvre qui se révèle pleinement à ce moment-là, en fait. Ouais, Donc complètement. c'est bien un cheminement aussi. Donc pour moi, c'est OK. Encore une fois, l'entreprise en soi n'a pas forcément de conscience puisque ce n'est pas un être biologique. Mmh. C'est une mécanique qui réagit, c'est l'expression de la création d'une œuvre, tu vois? Donc tout ça, ça fait travailler son créateur qui lui permet justement, bah, de repartir sur des nouvelles fondations et il part jamais de zéro. De la même manière que si nous, on change d'entreprise ou qu'on en fait plusieurs, des projets, on ne repart jamais de zéro. On Mmh. récupère notre expérience. Bah, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, ça ressemble, tu peux prendre la métaphore du transgénérationnel, ou alors des vies passées, on s'en fout un peu, parce qu'en fait, l'idée, c'est un transfert d'expérience d'une entité à l'autre. Ouais, je vois. Et il y avait aussi une autre dimension, c'était, le jour où tu lances l'entreprise, il est important. Est-ce que ça, toi, tu fais attention à ça aussi? Pour ceux qui veulent se lancer? Hem, alors moi je suis trop amatrice, pour vraiment maîtriser l'astrologie. Je le fais vraiment, personnellement, tu vois, en Mmh. autodidacte et tout ça. Mais effectivement que je trouve très intéressant de regarder la date de création. Et c'est vrai que ça fait partie des infos que je demande, justement parce que ça me donne quelques informations. Alors pour le coup, je le fais de manière encore une fois très intuitive. J'ai pas de formation en numérologie ou en astrologie, ce genre de choses-là. Mais juste, ça me permet aussi finalement d'avoir des coordonnées, précis, pour aller la contacter. Tu sais, c'est une autre façon aussi de contacter son énergie plutôt qu'une autre. Il y en a qui utilisent des photos. Bon, ben, moi, j'ai pas forcément de photos d'entreprise. Les Mmh. logos sont pas forcément parlants. Oui, Donc du coup, j'utilise, sa date de création. Voilà, c'est comme sa date de naissance, en fait. d'accord. Ouais, ouais. Et effectivement, quand tu vas regarder les thèmes astrales des entreprises, c'est super intéressant. Il y a des astrologues qui sont spécialisés là-dedans et je trouve ça, passionnant. Honnêtement, j'aurais le goût de me former rien que pour ça, pour affiner en fait, cet aspect-là parce que en fait, de la même manière que tu fais, l'analyse de transit, de thème astral d'une personne, tu peux très bien le faire pour une entreprise et je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à faire de la synastrie. Du coup, entre, personnes et entreprises, je pense que ce serait fantastique. Voilà. Il y a tout un domaine à creuser, hein. Voilà, moi je le fais pas, c'est vraiment en plus, c'est énormément de travail, pour le coup, Ouais. mais je suis très excitée du concept. Je trouve ça Mmh génial. mh. Ouais. Et comment c'est venu du coup? Raconte-nous. Ouais, bah, du coup, j'étais à Montréal, j'étais, gestionnaire de projet, du coup, pour des projets de jeux vidéo et c'est vrai qu'à ce moment-là, enfin, à Montréal, il m'est arrivé plusieurs trucs. Si on continue un peu sur mon parcours d'éveil, j'ai notamment eu ce qu'on appelle, un éveil ou une montée de Kundalini, spontanée, tu vois? En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai une amie qui me dit: «Tiens, ça te dit, il y a une conférence sur les enseignements d'Isis, moi j'y vais, est-ce que ça t'intéresse?» Donc je lui dis: «Bah ouais, carrément, ça peut être sympa». Moi, les civilisations anciennes, ça m'a toujours passionnée, c'est super. Donc j'y vais et j'arrive dans la salle et déjà je la trouve un peu chargée, ce salle. Il y avait pas beaucoup de personnes assises, mais par contre, il y avait beaucoup de présence. Mais bon, je m'assois sur la chaise. Au moment où je m'assois, je sens, 2 mains se poser sur mon épaule en me disant: «T'inquiète pas, ça va bien se passer». Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et la personne en face, le gars en fait, moi je m'attendais à ce qu'il fasse une conférence ou qu'il nous partage, voilà, des enseignements peut-être ésotériques et spirituels d'Isis parce que voilà, je venais pour ça. Mais, en fait, il canalisait Isis et tout se passe bien, il canalise, voilà, elle parle à travers lui et à un moment donné, il se met à chanter et moi, je pars en transe sur ma chaise. Mais alors, une vraie transe, quoi. Donc là, je me mets à voir flou.
Mon corps commence en fait à se recroqueviller, je commence à fusionner et à morpher avec tous mes alliés, mes animaux, de pouvoir que je connaissais en chamanisme. Donc là, d'un seul coup, je deviens vraiment, un tigre avec des mâchoires extra puissantes. Je me dis: «Je pourrais, manger, et défoncer de l'os, il y a pas de problème». J'ai mon nez qui s'allonge quand je recontacte avec mes oiseaux, les trucs comme ça, enfin vraiment des trucs de fou et hem et j'ai l'impression qu'on me secoue sur ma chaise. J'ai l'impression qu'en fait, la chaise, elle fait comme ça. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté des débuts de sortie astrale, là, ces espèces de fortes vibrations qu'on a, et ben c'était la même chose. Ça faisait comme ça. Et tout ça, et moi j'ai l'impression d'être sur un voyage interstellaire et je m'accroche à ma chaise et je me dis: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer?» Et heureusement, ma pote à côté qui était, voilà, dans le domaine énergétique avec moi et cetera, elle comprend ce qui se passe. Elle me crée en fait, une forme de, voilà, d'isolement, énergétique pour que je puisse vivre ce que je suis en train de vivre. Elle me ground, elle m'ancre et elle me laisse vivre, voilà, mon truc quoi. Elle voit bien que et le gars en fait quand il chantait, j'avais littéralement l'impression que mon corps était un instrument et que, voilà. Alors j'aurais pu arrêter l'expérience, mais j'en avais vraiment, vraiment pas envie. C'était comme si d'un seul coup, il y avait une forme de permission, de libération tellement, tellement forte qui était en attente d'être exprimée que voilà. Sauf que ça a continué pendant des années. En fait, j'ai mis pratiquement, 2 ans, même 2 ans et demi à le stabiliser parce qu'en fait, ça a continué de m'arriver, dans mon quotidien. Donc régulièrement, alors pas aussi fort, mais régulièrement en fait, bah, j'avais cette, montée d'énergie là qui monte comme ça en fait, cette espèce d'empuissancement qu'on ressent à l'intérieur. On a l'impression que du coup on devient plus large et tout ça et puis, tu vois, j'ai tendance à dire, quand tu es au cinéma et que tu as le logo, Dolby Surround qui arrive et tu sais le truc qui fait comme ça là et bah, ça ressemblait à ça. Mais en interne. Donc moi, j'étais en réunion en train de parler de planning et de réfléchir comment j'allais dire des trucs et de temps en temps, ça a monté comme ça. Donc j'avais besoin de le gérer, OK. Quand c'était en réunion, je le maîtrisais, mais après je sortais, j'allais aux toilettes pour finir d'exploser mon truc, donc je me laissais vivre, ces énormes montées énergétiques qui modifiaient toute la chimie de mon corps et qui modifiaient mon système de pensée, qui modifiaient beaucoup de choses. Hem Et du coup, énormément, toute ma perception, ma compréhension de la réalité à ce moment-là. Ce qui fait que quand, en fait, j'ai commencé du coup à faire des soins, à comprendre qu'en fait, d'ailleurs sur moi, en fait, pendant très longtemps, pendant plus d'1 an et demi, j'ai fait que sur moi. C'est-à-dire que je me rendais compte que mes mains, elles bougeaient toutes seules et qu'en fait, elles me rétablissaient directement et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire sur les autres, du coup. C'est comme ça que j'ai développé, en fait, compris mon magnétisme. Et puis après, et ben, en fait, étant donné qu'on avait, des challenges et des difficultés comme dans toutes les entreprises entre, les différents départements, les projets, les personnes et cetera et que, moi j'étais assez bonne en politique interne, on va dire. Quand il y avait des cas difficiles, on me les envoyait, parce que j'étais assez pote avec les génies incompris, heu et donc du coup, bah, en fait, j'ai commencé à capter des informations, des compréhensions de systèmes déjà humains, de dire: «OK, en fait, c'est quoi ces motivations? Comment il est construit énergétiquement?» qui faisait que ça m'aidait à connecter et être complètement pertinente, dans mes échanges avec les gens. Mais après, j'ai connecté avec des équipes, parce que des fois, c'était avec des équipes entières que j'avais des difficultés ou des incompréhensions. Puis là, je me suis rendu compte que, bah, de la même manière qu'on peut observer quelqu'un, on peut observer, en fait, un groupe de personnes. Et donc du coup, «Ah bah tiens, cette équipe-là, c'est ça son énergie, ses besoins primaires et cetera, comment ils fonctionnent, leurs croyances, q» voilà. Et donc du coup, ça me donnait des billes aussi pour savoir, bah, comment on allait améliorer nos relations et notre communication. Puis là, après du coup, je l'ai élargi au département, puis ensuite au projet en entier. Et là, étant donné qu'il y avait plusieurs projets dans mon studio, bah, je me suis amusée à regarder la relation entre le jeu vidéo qu'on était en train de construire et l'équipe qui était à l'origine de ça. C'était magnifique parce que du coup, tu vois enfin que, vraiment l'agrégation de toutes ces personnes créatrices de jeux
elle donne une coloration quand même au résultat et à l'œuvre qui est créée, en fait, à ce jeu. Et c'est fantastique de regarder, par exemple, au sein d'une même marque, quand les équipes, elles restent à peu près similaires et ou voilà, et d'autres carrément qui changent, et qui, tu vois, qui ont beaucoup de bouleversements différents et en fait, c'est en fonction des personnes qui sont là et puis du sujet, eh bien, tu peux voir des corrélations. Donc, après, je me suis amusée vraiment à regarder les systèmes énergétiques, des enfin des projets, des équipes, de tout ça, mais en mode fun, quoi. Moi, ça m'amusait, je trouvais ça fantastique, quoi. Voilà, donc à force de le faire, pour jouer, à un moment donné, j'ai reparlé de ça, dans un groupe de codev, en entreprise et les filles, elles m'ont dit: «Ah, tu veux pas regarder nos entreprises?» Et bah, ouais, pourquoi pas? Et du coup, je me suis mis à regarder et à décrire tout ce que je voyais et puis à décrire, en fait, tous les mouvements qui étaient présents, les images principales et cetera et en vrai, elles étaient pas mal bluffées, en fait. Elles m'ont dit: «Putain, mais Laurie, c'est assez fou parce que, parce qu'en fait, tu décris, l'état de nos réflexions, de nos actions, de ce qui se passe, de nos interrogations, voilà et en fait, c'était très utile et donc du coup, je me suis dit: «Ah attends, on va creuser ce sujet quand même». Donc au fur et à mesure de mes essais, parce qu'après j'ai peaufiné un peu le concept, jusqu'à arriver à maintenant, bah, voilà. Mais c'est ça la genèse, l'évolution de comment c'est venu, en fait. En vrai, c'est venu de la grosse curiosité de Laurie et dans ce côté un petit peu perché, parce qu'elle s'ennuyait, au boulot et puis voilà. Ouais, c'est vraiment surprenant, hein. Tout ce qu'on apprend là, c'est vrai que j'ai vu ça nulle part, ailleurs, ça n'existe pas en vrai. Mmh. Bah, je Ouais, sais pas, peut-être je qu'il y en a crois qui le pas. font, mais bon. Ouais. C'est vrai qu'on approche, de la fin et j'aime bien cette petite question, pour savoir si tu suis toujours ton intuition et les signes, les synchronicités. Oui, bah, autant que faire se peut, oui. Et puis il y a Mmh. des fois je suis têtue. Donc des fois oui, des fois non, hein. Mais par contre, en fait, j'en ai toujours conscience. J'ai quand même une bonne, sensibilité lecture, de ce qui se passe autour de moi. Quand on cherche à m'envoyer un message, je comprends totalement qu'on est en train de m'envoyer un message et il y a simplement des fois où je râle un peu et je bataille un peu en disant: «Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, mais là, je suis pas dispo» ou «C'est pas la période la plus facile pour moi. Est-ce que, on pourrait faire ça différemment?» Donc j'ai tendance à beaucoup, beaucoup, dialoguer. Voilà. Ouais, tu as ton équipe de guides, c'est ça? Ben moi, je perçois pas forcément des guides, hein. Je dialogue avec le principe de la vie, on va dire, D'accord. j'ai pas forcément ouais, d'intermédiaire particulier. Même si j'ai rencontré, voilà, mon ami imaginaire, plein d'alliés, dans le cadre du chamanisme. J'ai visité, des tonnes de consciences, dans mes explorations psychiques. Voilà, mais en fait, au final, j'ai pas personnifié Heu, une personne ou quelqu'un en particulier à qui m'adresser. Je m'adresse, à là-haut, quoi. D'accord. Mmh. OK. Et tu essayé de retrouver ton ami imaginaire? Alors j'ai eu une expérience, hyper émouvante des années plus tard où en fait je suis retournée dans mon souvenir, en fait, dans mon souvenir de quand j'étais enfant, que j'étais dans la cour de récré en train de parler à mon arbre et là en fait, je me suis observée comment je fonctionnais et comment je jouais. Et en fait, j'ai vu que derrière moi, il y avait, une grande personne, une grande, grande entité immense, alors que moi je le voyais tout petit, petit, petit. Et j'ai vu qu'en fait, lui, il projetait, une petite image, justement de mon Peter Pan, de mon ami, et cetera. Et en fait, j'étais abasourdie de voir ça et en fait, à un moment donné, il m'a regardée, cette personne-là, cette entité-là, il m'a regardée et la souris m'a dit: «Tu as grandi, dis donc». Et et en fait, ça m'a fait une émotion de fou et heu et je lui dis: «Mais je suis vraiment désolée» parce qu'à l'époque, en fait, quand j'avais 12-13 ans, je lui ai écrit une lettre en lui disant, «Maintenant je peux plus être avec toi, en fait, il faut que j'apprenne à vivre, dans cette réalité, il faut que j'apprenne à vivre avec mes semblables». Je lui ai littéralement écrit ça, hein. Donc j'avais bien conscience qu'il y avait un truc qu'il fallait que j'apprenne d'être incarnée ici et je lui dis: «À partir de maintenant, je pourrai plus jouer avec toi».
Donc à ce moment-là, il s'est déconnecté et en fait, j'ai plus jamais eu de contact avec lui. Donc ce moment de retrouvailles était, extrêmement, ouais, émouvant parce qu'en fait, il m'a regardé, m'a reconnu, il m'a dit que j'avais grandi, puis je lui dis: «Beh, tu passé où? Reviens, je suis désolée». Il m'a dit: «Mais à l'époque, tu avais besoin de moi, mais maintenant, il y a d'autres personnes qui t'accompagnent». Voilà. Waouh! J'ai eu tellement de frissons. Ouais, je C'est sais, tellement beau. c'est Mmh. C'est tellement ah beau. ouais, c'est trop beau. C'était trop émouvant, en fait, de Mmh. voir ça et en fait, j'ai vraiment compris que c'était une présence qui accompagnait et qui jouait avec les enfants. Ah! Je pense que je suis pas du tout la seule, en fait. C'est vraiment des êtres qui sont des nourrices, quoi, des nounous, tu vois, d'enfants et qui ont besoin, de rester, en fait, un peu, à côté en justement, peut-être qu'on n'est pas complètement ancré, au début quand on est enfant, quand il y a des enfants qui sont un peu perchés comme je l'étais et il y a besoin de présence, qui aide, en fait, à ce processus-là. Mmh. Voilà et je Ouais. pense que c'est ça. Mmh. J'avais cette discussion, cette semaine, comme quoi les enfants, ils sont de plus en plus connectés là maintenant et Mmh. c'est vrai qu'ils ont aussi des parents maintenant qui sont, comment dire? Qui sont éveillés, donc qui savent accueillir et ouais, d'avoir ce récit de ce que tu as vécu toi et de ce que tu as vu, pendant ton enfance, je pense que ça va peut-être en aider pas mal. On devrait faire un épisode bientôt, je vais essayer de trouver des mamans et des personnes qui savent, comment parler à leurs enfants, tu vois? Pour, aux enfants éveillés de maintenant. Tu qu'est-ce que ça va donner des enfants qui ne coupent pas pendant leur adolescence et qui continuent à être connectés comme ça tout au long de leur vie? Hem, ouais, j'ai une coachée qui me disait ça, qui me disait: «Oh regarde, Listening Max qui a eu, ces parents-là éveillés et qui s'est jamais arrêté et ça donne des personnes qui sont hyper rayonnantes. Imagine comment on s'élève, en fait. Je trouve ça fou. Oui, ben, on va vers là, hein. Enfin, je veux Mmh. dire, petit à petit, il va y avoir de moins en moins de friction parce qu'on s'en va vers ça, en fait, tout simplement, donc et puis, je pense qu'ils auront beaucoup moins besoin, d'être extrêmement perchés comme nous on l'était. Mmh. Je pense sincèrement qu'il va y avoir des enfants, de plus en plus normaux, mais du coup, simplement, qui vont, par leurs vibrations, continuer à faire évoluer le monde tel qu'on le connaît. En fait, ils viennent pas pour rien, hein, ils viennent en adéquation à ce qui se passe en ce moment Mmh. et je prends l'exemple, tu vois, ma fille, en fait, elle est pas forcément, hyper, connectée, mais en fait, elle est spontanée, elle va te dire les choses telles qu'elles sont. Elle va pas chercher, elle va pas te donner beaucoup d'explications ou quoi que ce soit. En fait, elle sait et puis elle le dit, c'est tout. Mmh. Donc pour autant, c'est une fille, complètement normale, une petite fille qui adore, les poneys, les licornes et les dragons, qui aime les trucs qui brillent, tu vois? Elle est pas exceptionnelle, quoi. Enfin, voilà. Mmh mh. Même si sa maman est perchée connectée, elle a une grande intuition, mais sans plus, quoi. Ah oui, c'est rigolo. Je savais pas que tu étais maman. Ouais. Mmh. Ouais, la question de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aimerait se connecter à la magie de la vie? Et ben, moi, il y a 2 boussoles qui me sont très utiles dans la vie, c'est la joie, le plaisir de jouer et la curiosité. C'est vraiment les 2 trucs que j'utilise le plus souvent. Ça fait partie aussi peut-être de ma personnalité, mais je trouve qu'il y a, heu, il y a une grande joie, justement une grande excitation à découvrir quelque chose d'inconnu, à aller, fouiller ce qu'on connaît pas, aller, apprendre, bon, je suis quelqu'un qui adore, apprendre des nouvelles informations, des connaissances et expérimenter beaucoup. Donc ça, c'est des belles boussoles, je trouve, à travailler. Et puis, de manière générale et aussi par rapport à mon parcours, c'est ma philosophie, c'est tu sais, la vie, c'est un jeu vidéo, hein, dont tu es le héros. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que tu fais du jeu vidéo qui est ta vie? Comment tu l'embellis? Comment tu fais en sorte que ton expérience, elle soit, mémorable, que cette partie, elle soit géniale? Et peut-être que ça sera, difficile quand même parce que, tu sais, dans les jeux, c'est pas tout rose, hein. On a des challenges, on a des boss à aller chercher, on a plein de choses, mais justement, c'est la beauté de ce voyage initiatique, c'est la beauté de surmonter des obstacles et tout ça qui fait que c'est magique.
Donc moi j'accepte et je considère que tout ce qui m'arrive, ce sont, juste des niveaux de jeux vidéo, dans ce que je vis, quoi. Voilà. C'est ma conception aussi de la vie, c'est merveilleux, j'adore, j'adore. Merci Laurie, c'était waouh, incroyable. Bon, je t'invitais pour parler de la dimension de l'entreprise et tu nous as emmenés dans un monde extraordinaire. Merci. Bah, écoute, avec grand plaisir, c'était super. Merci beaucoup Angélique. Alors on te retrouve où? Sur Instagram? Ouais, sur Instagram, sur, mon site internet aussi, lauriehumbert.com, tout simplement, là où j'ai pas mal d'informations, là-dessus aussi et puis voilà, par email, par Insta, je suis assez dispo pour répondre, quand il y a des questions et que voilà. Mmh. OK. Tu fais des soins à distance, tout à distance ou aussi en présentiel? Les 2 en présentiel sur, la région d'Annecy et à distance aussi, ouais. D'accord, OK. Ben merci Laurie. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.